cette journée qui est consacrée à l'accident vasculaire cérébral. Je voulais tout d'abord présenter tous mes remerciements à tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette journée, le comité d'organisation, tous les soignants qui ont aidé à la concrétisation de notre intervention au niveau du bus santé et au niveau des stands ici, aussi à nos secrétaires qui ont permis d'écrire tous les courriers et qui ont rendu possible aussi que vous soyez présents ici aujourd'hui. Alors, juste en un mot, le déroulement de notre soirée, il y aura tout d'abord 2 conférences assez courtes, une sur l'accident vasculaire cérébral, quelques éléments pour essayer de comprendre et aussi pour vous faire passer un certain nombre de messages. Ensuite, la doctoresse Béatrice Lehmann va surtout axer sa conférence sur la rééducation, sur la réhabilitation. Et ensuite, on aura une table ronde à laquelle a été invité un patient, M. Grosjean. Et la table ronde, il y aura aussi une neuropsychologue et logopédiste, Mme Françoise Bernasconi, l'ergothérapeute Joël Croix, la doctoresse Béatrice Lehmann, et la table ronde sera animée par Mme Sylvie Arsever. Donc, pour passer à la première conférence, j'ai une vingtaine de minutes pour essayer de vous convaincre que l'accident vasculaire cérébral est devenu, avec les moyens dont on dispose actuellement, une urgence médicale. Quelques données sur la Suisse. En Suisse, il y a environ 15 000 nouveaux cas d'AVC par année. À Genève, au HUG, dans notre unité, il y a 800 cas d'AVC qui arrivent par année. Les femmes sont un peu plus touchées que les hommes et la mortalité reste assez élevée, de l'ordre de 23%. Il y a 2 types d'AVC. À gauche, ici, vous avez les AVC dits ischémiques, c'est la majorité des AVC, 80%. Vous voyez ici une petite artère à l'intérieur du cerveau qui est occlue par un caillot et le territoire, ici le cerveau, le tissu cérébral qui dépend en fait de cette artère, il souffre. Il y a ce qu'on appelle une ischémie ou une nécrose. Cette nécrose, elle s'installe assez vite après quelques minutes, mais dans la majorité des cas, il y a toujours une région ici autour qui peut être réversée si on fait assez vite et si on ouvre l'artère, c'est-à-dire qu'on dissout le caillot. L'autre type d'AVC qui est beaucoup moins fréquent, c'est l'AVC hémorragique, qui est lui dû à une rupture de l'artère. Et dans la majorité des cas, en fait, cet AVC hémorragique est dû à une hypertension artérielle. Encore un 3e type d'AVC, c'est l'AVC ischémique, cette fois-ci avec des troubles qui sont transitoires. Ce qui est un phénomène qui est très parlant, c'est que quand on interroge les patients qui viennent avec un accident vasculaire qui est déjà constitué, presque la moitié de ces patients nous disent que dans les 7 jours précédents, ils ont eu des phénomènes transitoires. C'est dire que si on avait pris en charge ces phénomènes transitoires, si on avait instauré un traitement suffisamment précocement chez ces patients, on aurait pu éviter en fait l'AVC qui s'est constitué quelques jours après. Donc, retenez que ces troubles transitoires, c'est en fait un signal d'alarme et que souvent ils annoncent un vrai AVC qui va survenir dans les jours après. Les AVC touchent les patients âgés
de plus que 75 ans, mais ça touche aussi et de plus en plus une frange de la population plus jeune, probablement aussi parce qu'il y a une modification de l'hygiène de vie, il y a plus de troubles métaboliques, plus d'excès pondéral, plus de tabac, et c'est une des causes qui aussi explique la survenue d'AVC chez des patients plus jeunes. Mais ça reste globalement quand même une pathologie du patient âgé, vous voyez ici, de plus que 70 ans. Il y a une petite différence entre hommes et femmes. Vous voyez ici 3 courbes. En jaune, vous voyez les AVC. En bleu, c'est l'infarctus du cœur, donc c'est l'infarctus du myocarde. Et en rose, vous avez l'insuffisance artérielle des membres, soit des bras, soit des jambes. Il y a des facteurs de risque similaires entre ces 3 maladies. Tous les facteurs de risque que je vais énumérer par la suite se retrouvent dans ces 3 maladies. Mais vous voyez ici, dans cette population où surtout ça représente les hommes, en fait, en tête de liste, c'est l'infarctus du cœur, et en deuxième position, ce sont les AVC, et on voit ici cette croissance avec l'âge. Ici, je vous montre la même courbe, mais cette fois-ci pour les femmes, et vous voyez qu'en tête de liste, c'est l'AVC. L'AVC est un peu plus fréquent, l'âge avançant chez la femme que chez l'homme, vient ensuite l'infarctus cardiaque et les problèmes au niveau des bras et des jambes, les artérites des bras et des jambes. Les symptômes d'alerte, je pense qu'on en a suffisamment parlé, vous avez possiblement participé au stand. Très rapidement, les symptômes moteurs et sensitifs. Les symptômes, je vais entrer un peu plus en détail sur les prochains clichés. Les symptômes du langage, les troubles langagiers, les troubles visuels, les troubles de l'équilibre et les maux de tête. Les maux de tête, juste un mot, dire que c'est souvent des maux de tête inhabituels, que vous ne connaissez pas, qui persistent, qui ne répondent pas aux traitements habituels, qui doivent vous alerter et qui peuvent être en fait précéder en fait la survenue d'un accident vasculaire cérébral. Alors les symptômes, l'AVC, vous avez vu que c'est une artère qui s'occlue, elle peut s'occlure dans l'hémisphère gauche ou dans l'hémisphère droite, et les symptômes sont un peu différents selon si c'est la gauche ou la droite qui est touchée. Quand c'est l'hémisphère gauche qui est touché, ce sont surtout les troubles du langage qui sont en prédominance. Les troubles du langage, ils peuvent être soit ce qu'on appelle une aphasie de Broca, c'est des patients qui ont un débit qui est ralenti, un rythme de parole qui est haché, avec un vocabulaire réduit. En revanche, le patient comprend bien, alors que dans l'autre aphasie, qu'on appelle l'aphasie de Wernicke, le patient parle plus rapidement, l'articulation ne pose en général pas de problème. En revanche, la compréhension est très altérée, le patient ne comprend pas et est relativement peu conscient de ce qui lui arrive. On aura une faiblesse motrice associée, c'est souvent l'hémicorps contralatéral à l'hémisphère gauche touché, donc ce sera l'hémicorps droite. On peut avoir aussi des troubles sensitifs à droite et un déficit du champ visuel. Je vous montrerai tout à l'heure qu'est-ce que ça représente, un déficit dans le champ visuel. Quand l'AVC touche le côté droite, les symptômes sont un peu différents. On aura cette fois-ci une faiblesse motrice, mais du côté gauche, un déficit sensitif du côté gauche, et on peut avoir ce qu'on appelle des signes de héminégligence. L'héminégligence, c'est principalement un déficit de l'attention qu'on peut mettre en évidence par des petits tests qu'on fait aux patients. Ici, vous voyez que le patient, si on lui demande d'écrire en fait une horloge, il va vous mettre tous les chiffres à l'intérieur du cadran droite. Par contre, il va complètement oublier tout le cadran gauche. Et au fond, c'est ça qu'on appelle l'héminégligence gauche.
Un autre exemple, par exemple, ici, vous voyez que le patient, il va se raser que son côté droit, il va complètement oublier le côté gauche. Et pour lui, en fait, tout va bien, il s'estime bien rasé dans sa totalité. Les yeux peuvent être tournés vers la gauche, on dit typiquement le malade regarde sa lésion, et on peut avoir un déficit dans le champ visuel à gauche. Et là, je vous montre un exemple, ça c'est en vrai, et quand on a un déficit dans le champ visuel, tout ce côté gauche ici apparaît comme flou, comme grisâtre, et c'est ce qu'on appelle, nous, une hémianopsie. Il y a d'autres symptômes aussi dans les lésions du tronc cérébral et du cervelet. C'est la partie plus postérieure du cerveau et la partie inférieure. On peut avoir un déficit moteur qui, cette fois-ci, va toucher les 4 membres, un déficit sensitif aussi qui touche les 4 membres. On peut avoir une paralysie des yeux. Avec, ici, vous voyez que les yeux ne sont pas bien alignés. Et au fond, le trouble qui peut en sortir, c'est ce qu'on appelle une vision double. Et vous voyez ici, typiquement, le malade qui a une diplopie, avec cette diplopie horizontale, la montre qui s'est dédoublée. Et assez de manière caractéristique, en fait, lorsqu'il cache un œil, en fait, ce trouble va disparaître. Le patient aura aussi une difficulté pour articuler les mots, pour avaler. Une difficulté pour coordonner un membre, c'est quand le cervelet est touché, la coordination d'un membre, et le membre va devenir comme fou, comme maladroit. Et puis des vertiges, souvent soit des vertiges rotatoires, comme l'impression d'être dans un carrousel, ou alors une sensation de tangage, on dit qu'on a l'impression d'être ivre ou d'être comme sur un bateau. Les facteurs de risque, vous les connaissez bien. Les non modifiables, c'est essentiellement l'âge et surtout le poids des facteurs de risque familiaux. Et comme je vous ai dit, le fait d'avoir eu un accident ischémique transitoire ou alors déjà un AVC, ça constitue un facteur de risque pour une récidive. Les facteurs de risque modifiables, c'est-à-dire ceux que l'on peut détecter, dépister et traiter pour prévenir la survenue d'un AVC, c'est l'hypertension artérielle. On considère qu'environ 60% des AVC sont liés à une hypertension artérielle. Le cholestérol, l'excès pondéral, le tabac, le diabète et la fibrillation auriculaire. Je vous dirai un mot de plus tout à l'heure concernant cette pathologie. Alors vous voyez que ces facteurs de risque ne pèsent pas tous de la même manière. Il y en a qui sont plus à risque pour les AVC. L'hypertension, ça augmente de 4 à 6 fois le risque d'AVC. Et la fibrillation auriculaire, ça augmente jusqu'à 15 fois le risque d'AVC. Qu'est-ce que c'est une fibrillation auriculaire ? C'est une arythmie cardiaque qui peut passer complètement inaperçue. Dans 30% des cas, on ne la sent pas du tout. Et c'est au moment de l'AVC qu'on se rend compte qu'elle était bien là et peut-être même présente depuis plusieurs semaines. C'est un facteur de risque qu'on doit chercher et je vous montrerai quels sont les patients qui sont le plus à risque pour la fibrillation. L'âge, à nouveau ici, le diabète, le tabac, et comme je vous ai dit aussi, l'apnée du sommeil, vous voyez que ça a un facteur de risque pour la survenue d'un AVC. Juste un mot sur la fibrillation auriculaire, donc c'est cette arythmie cardiaque qu'on ne peut ne pas ressentir du tout et qui augmente vraiment avec l'âge. Plus vous avancez en âge, plus vous êtes à risque de présenter cette fibrillation auriculaire. Et comment la dépister ? Il y a des moyens très simples, c'est de prendre le pouls de manière régulière et on dit que vraiment une prise régulière du pouls permet en fait dans beaucoup de cas de dépister la fibrillation. Il y a naturellement des moyens plus invasifs quand on n'arrive pas à détecter cette fibrillation auriculaire au pouls, par exemple, parce que parfois elle peut être transitoire, elle dure quelques minutes, puis ensuite elle disparaît, mais les quelques minutes peuvent être suffisants pour la survenue d'un AVC. Alors on fait porter des monitorings, on fait porter des moniteurs pendant 7 jours, on le fait à plusieurs reprises,
Et maintenant, on arrive même à mettre des petits moniteurs implantables, en fait, qui restent pendant plusieurs mois. Et ensuite, ça permet de montrer, oui ou non, la présence d'une fibrillation auriculaire. Pourquoi l'AVC est une urgence? D'une part, parce que nous disposons d'un traitement spécifique qui peut être administré dans les premières heures, et aussi parce qu'on a démontré que le fait d'admettre le patient le plus rapidement possible dans une unité spécialisée dans la prise en charge des AVC améliore aussi le pronostic des patients. Le traitement spécifique s'appelle thrombolyse. Il y a 2 types de thrombolyse. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce traitement peut être administré uniquement dans les toutes premières heures. On peut le donner soit par une perfusion, où on donne un puissant médicament qui va dissoudre le caillot, ou alors à l'aide d'un cathéter qu'on va introduire à partir de l'aine et qui va aller extraire ce caillot. C'est pas rare que nous, on combine les 2 techniques, c'est-à-dire qu'on commence par la perfusion et ensuite on passe au cathétérisme et on va essayer d'extraire le caillot si la première traitement n'a pas montré de signe de succès. Les résultats grâce à ces traitements thrombolytiques montrent que si le patient bénéficie de ce traitement, il y a plus de patients qui ont un déficit neurologique moindre et il y a moins de patients qui sont dépendants au bout du compte. Donc c'est un traitement qui permet d'améliorer en fait le pronostic neurologique de nos patients. L'autre axe, et qui va ensemble en fait, qui va de pair avec la thrombolyse, c'est l'admission du patient dans une unité dédiée aux maladies cérébrovasculaires. Ils permettent une prise en charge plus optimale, plus rapide, avec un personnel qui est spécialisé dans la prise en charge de ces patients, qui a une expertise de cette maladie. Et c'est une prise en charge multidisciplinaire avec très souvent un consilium, donc où on se concerte entre médecins, infirmières, physiothérapeutes, ergothérapeutes, neuropsychologues, logopédistes et assistants sociaux. Et grâce à cela, on permet aussi d'améliorer le pronostic de nos patients. Les résultats de ces unités qui sont en train de se construire en Suisse et aussi dans beaucoup d'autres pays européens, c'est qu'il y a moins de patients qui doivent être institutionnalisés, donc une réduction du nombre de patients dépendants, une augmentation du nombre de patients qui peuvent rentrer à domicile indépendants et aussi une réduction de la mortalité. Et si on compare par rapport au traitement qu'on a depuis très longtemps pour les AVC, c'est-à-dire uniquement l'aspirine, par rapport à l'admission dans une unité spécialisée, vous voyez que la probabilité d'une évolution favorable, avec l'aspirine, on a 4 à 10%, on améliore cette probabilité. L'admission dans une unité spécialisée, on améliore jusqu'à 30% la probabilité d'avoir une évolution favorable. En plus, si le patient bénéficie d'un traitement dans les toutes premières heures, avec la thrombolyse intraveineuse, on améliore jusqu'à 45%. Et si on arrive à administrer une thrombolyse avec une extraction du caillot, jusqu'à 64%. Donc, c'est un des messages clés, c'est que ces 2 axes, la thrombolyse, la prise en charge dans une unité spécialisée, font qu'actuellement, l'AVC doit être considéré comme une urgence médicale. Ça, c'est pour vous montrer qu'en Suisse, il y a beaucoup de ces unités dédiées qui se sont développées ces dernières années, pas seulement dans les hôpitaux universitaires, aussi dans d'autres hôpitaux plus petits qui travaillent en fait en réseau avec les centres universitaires. Par contre, il y a encore des manques importants en Suisse. On dit que seulement 1 patient sur 4 est traité dans une unité cérébrovasculaire.
Donc on doit augmenter le nombre de ces unités, on doit augmenter le nombre de patients qui peuvent être admis dans ces unités spécialisées. Et l'autre grand manque, c'est seulement 10 à 15% de nos patients qui bénéficient de la thrombolyse. Vous vous souvenez, on a 800 AVC ou HUG par année. Sur ces 800 patients, il y en a 80 qui ont eu une thrombolyse, donc 720 sont venus trop tard pour bénéficier de la thrombolyse. Une enquête qu'on avait réalisée il y a quelques années au HUG avait montré que parmi les patients qui venaient rapidement, c'était les patients qui avaient reconnu leurs symptômes comme étant ceux d'un AVC. Ceux qui ne pensaient pas qu'ils étaient en train de souffrir d'un AVC ne viennent pas. Par contre, une minorité de patients qui s'étaient dit « mais ça pourrait être un AVC », ceux-là, ils viennent. D'où l'importance, en fait, c'est pour ça qu'on insiste tellement sur les signes d'alerte et sur la reconnaissance, l'identification rapide de ces signes d'alerte comme étant des signes d'un AVC qui est en train de se constituer et qui doivent faire qu'on arrive rapidement, le plus rapidement possible à l'hôpital. Donc nos objectifs, c'est de permettre à plus de patients à accéder à ces unités, de faire connaître les signes d'alerte d'un AVC et d'améliorer par là même les délais d'admission. On pense que c'est l'amélioration de cette prise en charge grâce à ces axes qui est le seul garant d'un pronostic meilleur pour les patients touchés. Et peut-être une des perspectives futures qui existe déjà dans certains centres en Allemagne, à Berlin, c'est une ambulance où il y a déjà un scanner incorporé et en fait le patient ici, quand vous arrivez pour la thrombolyse, avant de pouvoir faire la thrombolyse, on doit faire le scanner, c'est-à-dire qu'il y a un temps qui est dédié au scanner qui est de l'ordre de 20 à 25 minutes et ce temps avec une ambulance qui a un scanner à l'intérieur de l'ambulance pourrait être économisé si on avait ce type d'infrastructure. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, je passe la parole à Dr. Béatrice Lehmann qui va vous parler surtout de la rééducation. Alors, bonsoir, merci à tous d'être venus. Donc, heureusement, comme on a vu sur les patients qui ont un AVC, qui souffrent d'un AVC, il y a une grande partie qui vont avoir des symptômes qui sont donc soit transitoires, même si ça peut peut-être prédire un nouvel AVC, soit qui sont régressifs très rapidement dans les jours suivants, ou qui sont mineurs, et puis qui vont pouvoir directement de l'unité vasculaire rentrer chez eux. Et puis, il y a environ à peu près un quart des 800 patients qu'on reçoit à Genève par an qui ont des symptômes qui vont être plus sévères et qui vont nécessiter, après le séjour dans l'unité vasculaire, un séjour en rééducation en milieu hospitalier. Oui, excusez-moi, je vais m'approcher du micro. Donc je disais environ un quart des patients, malheureusement, verront des symptômes qui vont persister pendant plusieurs jours et des symptômes suffisamment importants pour ne pas pouvoir rentrer directement à la maison et devoir bénéficier d'une rééducation. Alors, le Dr Stadzel a déjà un petit peu parlé de quels étaient ces symptômes. C'est notamment une faiblesse donc, de la moitié du corps, ce qu'on appelle une hémiparésie ou une hémiplégie. Ça prend souvent le visage, le bras, la jambe. Ça peut prédominer sur le bras ou la jambe. Ça peut être aussi des gros troubles de l'équilibre qui empêchent le patient de marcher. Ça peut être des problèmes pour déglutir qui font qu'il ne peut plus prendre par la bouche les aliments sans s'étouffer et qui nécessitent une nutrition par une sonde. Ou ça peut être des problèmes de langage qui font qu'il a de la peine à donc, produire le langage ou à le comprendre. Des difficultés de concentration, de planification, de mémoire, ou encore, le Dr Stadzel en a touché un mot, cette fameuse héminégligence où les gens ont des difficultés à percevoir un espace, souvent le gauche, à agir dans cet espace ou même à se le représenter, et qui peut avoir des implications évidemment dans la vie de tous les jours. Les gens, on l'a vu, se rasent que la moitié du visage, mais vont manger aussi seulement leur pizza d'un côté, la moitié de leur pizza, vont se lasser les chaussures qu'à droite, et voilà, ça a des conséquences tous les jours.
Donc ces patients vont venir en rééducation, et pour que la rééducation marche, il va falloir qu'eux-mêmes participent activement, c'est eux les principaux acteurs de la rééducation. Il va falloir que l'entourage soit présent et si possible encourage et soutienne, et il y aura besoin d'une équipe. C'est un petit peu la même équipe qu'il y a en neurologie vasculaire en phase aiguë, puisque c'est la suite. Donc il y a bien sûr un médecin neurologue ou de médecine physique. Les infirmières, là, n'auront pas seulement un rôle de soignant, à faire des perfusions, des injections, des prises de sang, mais un rôle de rééducation, à aider le patient à réapprendre à faire sa toilette ou à s'habiller. Les physiothérapeutes, qui vont réapprendre surtout tout le côté d'équilibre, de la marche, tous des problèmes moteurs. Les ergothérapeutes qui s'occupent principalement de la fonction du membre supérieur, mais aussi de tout le côté des activités de la vie quotidienne plus complexes, comme la cuisine, la prise du bus, le travail, utiliser un ordinateur, rechercher une information. Les neuropsychologues pour le côté mémoire, concentration, planification. Les logopédistes pour tout ce qui touche le langage, mais également la déglutition. Les psychologues et les psychiatres, parce que la dépression, le docteur Sadel n'en a pas parlé, mais était aussi un des symptômes de l'accident vasculaire cérébral. Il n'est pas seulement réactionnel, et que souvent il y a une grande souffrance du patient et également de son entourage. La diététicienne, surtout s'il y a des troubles de la déglutition, pour pas que les gens se dénutrissent et aient des problèmes secondaires. Et puis bien sûr l'assistante sociale, puisqu'il y a tous les soucis. Si mon hospitalisation dure plusieurs jours, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas aller au travail, qu'est-ce qui se passe? Si je suis indépendant, est-ce que j'ai une perte de gain? Si je ne suis pas indépendant, est-ce que l'AI va rentrer en charge? Toutes ces questions-là. Quels vont être les buts de la rééducation? Alors, en fait, il y a 3 buts principaux. C'est déjà d'éviter les complications supplémentaires. On va voir un petit peu desquelles il s'agit. C'est ensuite, évidemment, d'essayer de diminuer ce fameux déficit, par exemple la faiblesse, avec un entraînement. Et puis, finalement, si on n'arrive pas à réduire le déficit, c'est de mettre des stratégies ou des moyens de compensation qui vont permettre à la personne de faire avec. Le but, c'est bien sûr que la personne puisse rentrer chez elle, si possible même reprendre le travail, et avec le maximum d'indépendance et d'autonomie, et la meilleure qualité de vie, si elle ne peut pas rentrer chez elle, de toute façon aussi est visée. Alors, éviter les complications, pourquoi ? Souvent, on se dit, les gens sont malades, c'est bien, il faut qu'ils restent couchés et qu'ils se reposent. Mais en fait, non. En tout cas, dans l'accident vasculaire cérébral, c'est faux. Le fait de rester couché n'est pas bon. Et c'est pour ça que les gens sont mobilisés. Souvent, les gens ont un peu de peine à comprendre en se disant, mais je ne suis pas bien, je viens d'avoir mon attaque, on me met dans le fauteuil, on me met debout. Mais oui, on n'est pas fait pour rester couché. C'est bien de dormir la nuit, mais on n'est pas fait pour rester couché. Les articulations ont vite tendance à s'enraidir. Quand on est couché, le pied n'est pas en position d'extension et donc s'enraidit. Les gens ont tout de suite des articulations qui ne bougent moins bien. Les muscles font une pompe veineuse et si on ne bouge pas les jambes, le sang stagne, on peut faire des thromboses veineuses. Les poumons s'expandent moins bien si on est couché, si on n'est pas mis debout, si on n'est pas mis assis. Il y a plus de risque de faire des bronchopneumonies. Pareil pour les urines, on se constipe plus vite et on fait plus vite des infections urinaires. Pareil pour la peau, si on ne change pas sans cesse de position, on fait vite des escarres. Donc déjà de bouger le patient qui ne peut pas le faire lui-même et donc de le mettre correctement installé au lit, de le mettre assis, de le mettre debout, c'est déjà quelque chose de très important pour éviter toutes ces complications qui peuvent gréver ensuite le pronostic. Ensuite, bien sûr, on veut diminuer le déficit. La personne arrive, elle est par exemple hémiplégique, ce qu'elle a envie, c'est de retrouver sa force. Le problème, c'est que si elle vient chez nous et qu'elle est encore hémiplégique après une semaine ou 10 jours passés dans l'unité vasculaire, c'est qu'il y a quand même plusieurs, voire beaucoup de neurones qui sont morts. Et les neurones, ils ne vont pas repousser et on n'a pas actuellement, peut-être quand on fera dans 10 ou 20 ans à nouveau cette conférence, il y aura des nouveaux moyens parce qu'il y a beaucoup de recherches, mais actuellement, on n'a pas des moyens de faire revenir ces neurones qui sont morts. Alors, qu'est-ce qui se passe alors ? Heureusement, on a une plasticité cérébrale et c'est grâce à elle qu'on peut espérer une certaine récupération. En fait, notre cerveau est assez bien fait et on dit toujours, dans tous les magazines un peu, pas très sérieux, on dit toujours on n'utilise que 10% de nos capacités. C'est pas tout à fait faux. Alors, c'est peut-être pas 10%, mais on a beaucoup de redondance dans le système. Et si on a des neurones violets qui s'occupent d'un mouvement des doigts, les bleus d'un autre mouvement et les verts d'un troisième mouvement, en fait, ils ne seraient pas obligés d'être aussi nombreux pour faire ça. Probablement, on a de la marge, simplement parce que si par hasard on voulait apprendre à jouer du piano, comme ça, on pourrait. Il faut des mouvements très fins, très difficiles pour jouer au piano. On peut apprendre ça parce qu'on a assez de neurones pour s'occuper de ça.
Maintenant, si on a un accident vasculaire cérébral et qu'on malheureusement on n'a pas eu le traitement rapidement et donc il y a une grosse zone qui est morte, il y a des neurones qui sont morts. Ceux-là, voilà, ils vont être nettoyés par le service de voirie du cerveau, mais ils ne vont pas revenir. Heureusement, à ce moment-là, l'équipe des Bleus se dit les verts ne peuvent plus fonctionner, nous on est de toute façon un peu trop nombreux, on va prendre en charge une partie de la fonction et on va se répartir la charge. Et c'est comme ça que ça marche la plasticité. Pour ça, évidemment, il faut que tout ne soit pas détruit dans une région. La région du pied ne va pas pouvoir sans doute reprendre une fonction de la main. Il faut que dans une région donnée, il y ait un peu de réserve, mais à ce moment-là, les neurones peuvent reprendre la fonction des autres. Ils peuvent aussi, donc c'est ça que j'appelle le recrutement d'air supplémentaire, ils peuvent aussi se parler mieux. Donc les synapses, c'est les petits liens que font les neurones entre eux, et ils se parlent, et ils se coordonnent pour l'action de groupe, et ils peuvent se dire maintenant on se parle différemment pour pouvoir agir, vu qu'on est moins nombreux, on va mieux se coordonner pour pouvoir faire le même travail. Donc c'est cette fameuse plasticité. Le problème de la plasticité cérébrale, c'est que tout dépend de où est la lésion et tout dépend des personnes. On est de toute façon inégaux pour tout. Vous avez vu, on est inégaux déjà pour les facteurs de risque. Si on a une anamnèse familiale, on a un petit peu plus de chances d'avoir une attaque que si on n'en a pas. Voilà, on est inégaux et on est aussi inégaux dans la plasticité cérébrale. Donc il y a des gens qui ont beaucoup de plasticité, d'autres qui en ont moins. D'autre part, le problème de la plasticité, c'est que c'est qu'une fonction qui va être exercée ou demandée qui va récupérer. C'est-à-dire que si j'ai une main qui est faible et que je n'utilise plus, que je fais tout avec l'autre main, cette main ne va jamais récupérer. Parce que le cerveau se dit, c'est bien, voilà, le problème est résolu, je n'ai pas besoin de cette main, qu'est-ce que je vais recruter d'autres gens pour faire le même travail? Donc il n'y a qu'une activité qu'on demande qui peut revenir. Les activités non faites ne reviennent pas. Ensuite, il n'y a pas de généralisation. Donc si j'exerce ça, ça ne fera pas ça. Si j'exerce pouce index, le pouce petit doigt ne va pas revenir. Donc il n'y a absolument pas de généralisation. C'est que ce qu'on demande et ce qu'on demande très spécifiquement qui peut revenir. En plus, il faut que ce soit une activité, que la personne participe activement, dans le sens c'est elle qui doit faire le début du mouvement, ou au moins penser le mouvement. Bien sûr, si elle est complètement paralysée, elle ne peut pas le faire, mais au moins elle doit donner l'ordre de faire le mouvement pour que cette équipe de neurones reprenne la fonction. Si on bouge passivement les deux doigts de la personne, on peut le bouger des heures durant, la force ne va pas revenir par elle-même. Il faut que ce soit le cerveau qui se rende compte que c'est la nécessité que la fonction revienne. Finalement, cette plasticité, il y a une fenêtre où après l'attaque, et on dit typiquement c'est les 3 premiers mois parce que c'est basé sur des études, donc il y a cette fenêtre où il y a plus de plasticité que plus tard. Alors, c'est vrai, là la courbe a l'air très plate, mais ce n'est pas totalement vrai, dans le sens que cette courbe a l'air plate, mais elle ne l'est pas complètement, et on a de la plasticité qui dure jusqu'à 1 à 2 ans, voire même toute la vie. La preuve, c'est que maintenant, probablement parmi vous, certains ne savent pas jouer du piano, puis peuvent commencer à jouer demain, et c'est le même principe qui va agir. C'est des neurones qui vont prendre la fonction piano, qui vont faire des synapses, etc. Pareil pour jouer au tennis ou n'importe quoi que vous voulez apprendre maintenant, vous pouvez le faire. Et c'est aussi cette plasticité qui rentre en jeu, et vous le savez bien qu'on en a toute la vie, même si on en a un peu moins en vieillissant. C'est plus facile à 6 ans qu'à 40 ans, mais on peut le faire. Et donc, cette plasticité, même si beaucoup se joue les 3 premiers mois, ça se joue encore des mois et des mois après, voire 1 à 2 ans. Donc, les choses sont lentes. Donc, la rééducation, on va devoir fixer des objectifs avec la personne et sa famille, vu que la participation active est primordiale, sinon on ne peut pas faire de la rééducation passivement, ça ne va pas jouer, et il va falloir fixer des priorités. C'est là où c'est difficile, parce vu qu'il n'y a pas de généralisation, il va falloir qu'on vise des mouvements fonctionnels et puis des objectifs réalistes, parce que si on exerce un mouvement qui ne sert pas à grand-chose ou très rarement dans la journée, voilà, ça ne va peut-être pas être le plus utile, et vu que la plasticité n'est pas non plus infinie, il va falloir qu'on vise des mouvements qui sont super utiles et avec des objectifs réalistes. Ensuite, il va falloir donc voir quel exercice on vise. Il faut une certaine intensité. Et puis, il faut aussi des phases de repos. Pareil pour vous, la journée, si je reprends cet exemple du jouer du piano, si vous voulez apprendre à jouer du piano, c'est très important de faire vos gammes toute la journée. C'est très important de dormir après, parce que c'est pendant la nuit, maintenant on le sait, que ces fameuses synapses se font. Donc, on a besoin du sommeil et on a besoin aussi de phases de repos. Donc, on ne peut pas non plus, les gens disent souvent, mais moi je veux plus, on ne peut pas non plus surstimuler, ça ne sert à rien. Votre enfant non plus, si vous lui faites faire du piano, ça ne sert à rien de doubler ses heures de piano, ce n'est pas obligatoirement ça qui va améliorer tout de suite son niveau. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme rééducation ? Donc la marche, c'est typiquement un des objectifs importants, qui est fonctionnellement important et important pour
pour tout le monde, ça semble assez évident. Donc maintenant, il y a des aides. On peut au départ utiliser des aides avec des robots qui aident la phase oscillante ou la phase d'appui de la marche. Donc ça, c'est un Lokomat, qui est un robot qui permet au patient, même qui est très hémiplégique ou paraplégique, de pouvoir marcher. Bien sûr, après, ça peut être un tapis avec un harnais. Pour passer ensuite simplement avec un moyen auxiliaire, là c'est un rollator, mais ça peut être un delta ou une canne, et avec le but final que le patient puisse marcher seul, ici avec un bâton ou sans moyen auxiliaire. Ça va être bien sûr retrouver une certaine fonction du bras aussi, du point de vue moteur, ça c'est très important. Donc là on fait des exercices intensifs, si possible répétitifs, malheureusement ça c'est le côté un peu ennuyeux. C'est qu'il faut répéter les exercices comme on doit répéter ses gammes. On va essayer de cibler sur les difficultés et puis on va surtout les adapter de façon continue pour que ce soit utile, en variant notamment l'amplitude du mouvement, la vitesse. Pour aider, parce que vous imaginez bien que de par exemple, prendre ces gobelets d'eau, c'est pas très drôle et on en a vite marre. Et si on doit faire une demi-heure ça, voilà. Même si le patient a envie de participer activement et d'être motivé, c'est difficile pour lui. Heureusement, maintenant, on a des moyens avec la réalité virtuelle. Donc ça, c'est un Arméo, c'est un robot qui aide le bras, parce que des fois dans le bras, certains muscles marchent, d'autres pas. Donc ça peut compenser ce qui ne marche pas et aider à exercer par exemple, des mouvements fins alors que l'épaule ne marche pas encore. Et puis, on peut mettre en place des choses plus ou moins intéressantes sur l'écran et faire, si vous voulez, des jeux vidéo qui sont un tout petit peu moins ennuyeux. Les mouvements vont être le même, mais au lieu d'attraper le verre, ils doivent attraper le nombre de poissons et c'est un petit peu plus motivant. Donc, on peut être aidé maintenant par ce genre de technique. De toute façon, il y a une étape primordiale, c'est qu'il y a certaines choses qu'on doit faire tous les jours. Alors, ce n'est pas obligatoirement les choses les plus intéressantes, se laver et s'habiller, mais néanmoins, c'est important. Et souvent, les gens se disent ah oui, mais bon, l'infirmière, elle peut le faire, c'est plus vite et plus rapide. Mais en fait, non, parce qu'après, quand on aura chaud et qu'on sera chez soi, on sera bien content de pouvoir enlever son pull, ou si on a froid et qu'on est chez soi, de mettre un pull tout seul. Il n'y aura pas toujours une infirmière, même si bien sûr l'infirmière, elle est là, elle peut le faire. Et donc, il faut réapprendre aux gens à des choses toutes simples. C'est oui, se laver et s'habiller, c'est super important. C'est ensuite, bien sûr, pouvoir se faire à manger ou réchauffer un repas. Et dans ces activités, ce n'est pas que le côté moteur, il faut déjà avoir un certain équilibre, il faut avoir une certaine fonction d'un bras ou des deux bras, mais c'est aussi, il y a tout le côté des fonctions cognitives qui sont souvent touchées, donc c'est pouvoir s'orienter, c'est pouvoir initier l'activité, c'est pouvoir ensuite la planifier, faire une chose après l'autre et dans le bon ordre, c'est pouvoir vérifier qu'on a fait juste, vérifier qu'on a éteint les plaques, si on est négligent, qu'on n'a pas oublié la casserole qui est en train de brûler à gauche, et puis de ne pas se mettre en danger. Donc ces choses-là sont bien sûr exercées en partie par les infirmières et notamment par les ergothérapeutes qui font ça en plus de la fonction du membre supérieur. Malheureusement, bien sûr, on va espérer, donc on va tenter de récupérer de ce déficit en demandant à la fonction de revenir et en comptant sur cette fameuse plasticité cérébrale. Ça ne marche pas tous les coups. Et il y a des fois des gens qui ont des séquelles. Si l'attaque a été très grosse et que les gens arrivent avec un gros déficit, c'est rare qu'ils redeviennent et qui donc doivent venir en rééducation, c'est rare qu'ils ressortent en n'ayant rien. Ils gardent souvent une faiblesse. Et donc là, il faut travailler en parallèle des moyens de compensation. Et des moyens de compensation ou des moyens ou des techniques ou des moyens auxiliaires. Donc, bien sûr, c'est fait en parallèle. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est retrouver la force, c'est remarcher. Mais on peut aussi apprendre, même si le bras reste très faible, on peut apprendre avec un seul bras à manger, à se laver, à s'habiller, à couper de la viande avec des moyens auxiliaires. Des fois, marcher, bien sûr, on veut tous marcher, mais des fois, il faut quand même savoir qu'on doit utiliser un déambulateur, une canne, ou des fois même, malheureusement, la marche ne sera pas possible, mais le déplacement est possible en fauteuil roulant. Donc là, c'est tout un travail, parce que bien sûr, les gens sont moins motivés pour ce côté-là. Ce qu'ils veulent, eux, c'est récupérer, c'est pas apprendre à se déplacer en fauteuil roulant. Mais n'empêche, il faut le faire en parallèle, puisqu'on ne peut pas savoir exactement à l'avance jusqu'où la récupération ira, et que ce qui est important, finalement, c'est de pouvoir faire l'activité, et pas obligatoirement comment on la fait. Il va falloir aussi, et ça c'est un côté très important, c'est d'aborder avec la personne la conscience de ses troubles. Alors il y a des gens qui sont très conscients de leurs troubles, qui sont souvent très déprimés, et des fois ça peut freiner parce qu'ils sont déprimés, ils n'ont même plus envie de participer. Voilà.
Et puis il y a des gens qui sont très inconscients de leurs troubles, finalement, mais oui, ça va bien, mais ça ira, j'ai pas de problème. Notamment, le docteur Sadzel en a un petit peu parlé, les gens qui ont une aphasie de Wernicke, souvent ils comprennent pas grand-chose, mais finalement ça les gêne pas beaucoup, ils parlent et puis ils ont l'impression, voilà, je comprends pas les autres, mais c'est pas très grave, alors que ça va avoir des incidences, notamment s'ils doivent reprendre un travail, ou les aimés négligents, où un espace a disparu, mais ils voient pas de souci à ce qu'un espace ait disparu, alors que bien sûr dans la vie de tous les jours, ça va être un gros problème. Donc ça, c'est un travail qui doit être fait. Donc, il faut travailler aussi cette acceptation des séquelles éventuelles, et on est obligé d'en parler dès le départ, et des techniques ou des moyens de compensation, voire des fois de l'aide extérieure. Romain Sazel a parlé d'institutionnalisation. C'est sûr qu'en rééducation, notre grand but, c'est de rentrer les gens à la maison, et on réussit dans 80% des cas, mais il y a quand même un certain pourcentage de patients qui ne pourront même pas rentrer à la maison. Et il faut parler de l'aide à ce moment-là, soit de l'aide à domicile, des infirmières à domicile, soit justement de l'aide apportée par des foyers handicap ou EMS ou ce genre de choses. Et puis donc parler du comportement. La dépression, j'ai dit, est un des symptômes de l'attaque elle-même. C'est pas seulement réactionnel. On sait que maintenant que le cerveau qui a une atteinte a fait plus facilement de la dépression. Les gens sont souvent aussi fatigués et sont aussi beaucoup plus irritables. Et ce qui est important à ce moment-là, c'est de voir la qualité de vie pour la personne, mais il faudra aussi penser à son conjoint et au reste de la famille. Quelqu'un qui est tout le temps triste et irritable pour son conjoint et qui a un handicap, on doit l'aider en plus, ça devient très difficile dans le contexte familial, et il faut penser aussi à ça, et c'est aussi pour ça qu'il y a une équipe de psychologues et de psychiatres, même si c'est souvent pas suffisant. Donc, après l'hôpital, on vise le domicile. Il y aura des fois des aménagements à faire. C'est aussi les ergothérapeutes qui font ce type d'aménagement. C'est par exemple mettre une planche dans la baignoire pour pouvoir rentrer et sortir plus facilement, ou mettre une barre pour pouvoir se tenir au WC. Ça peut être des choses simples, ça peut être des choses plus compliquées. Il y a bien sûr des sorties d'essai avant le retour. Et puis, surtout, ce qu'il faut rassurer les gens, c'est que donc, le retour à la maison ne veut pas dire arrêt de la rééducation. On peut très bien faire des thérapies en ambulatoire. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin encore de thérapie longtemps. Et ne veut pas non plus dire arrêt de la récupération ou de la compensation. Il y a des choses, comme je l'ai dit, même s'il y a ces fameux 3 mois, il y a des choses qui vont se passer encore pendant des mois, voire des années. Il y a ensuite toute la reprise. Alors, le docteur Sazel a dit que ça touche beaucoup plus souvent les patients âgés, mais on a quand même, malheureusement, beaucoup de patients jeunes qui viennent aussi en rééducation, qui ont subi une attaque, même si beaucoup, c'est entre guillemets. Et il va falloir reparler aussi de la reprise du travail, ou d'un travail occupationnel, surtout si on est jeune. La vie est longue devant soi. Ne rien faire à la maison, ce n'est pas une option. De la conduite aussi, pour les gens qui ont bien récupéré, et ce genre de choses qui est déjà analysé pendant l'hospitalisation, et puis bien sûr qui est suivi après. Et là, je vous montre une photo, c'est un patient, juste pour vous dire que ce patient, à l'arrivée, avait ce qu'on appelle un locked-in syndrome, donc il était paralysé des muscles de la figure, il ne pouvait ni parler, ni manger, il pouvait bouger que les yeux, il ne pouvait bouger ni les bras, ni les jambes, des deux côtés, sur un accident vasculaire du tronc cérébral. Et ça, c'est une photo de lui, c'est après plus d'1 an et demi, on est bien d'accord, mais maintenant, ce monsieur parle, mange et marche avec une canne. Il suffit d'un patient comme ça pour redonner confiance dans ce qu'on fait. Voilà. Je vous remercie. Voilà. Bien ? Oui. Mon micro marche d'après vous? Non, hein? Oui? Non, hein? Remontez, comme ça.
Parfait. Alors, on va reprendre un peu les différents éléments en fait, qui ont été exposés, mais cette fois, on va avoir un guide. Et c'est monsieur qui est à ma gauche, monsieur Grosjean, qui a lui-même eu un accident vasculaire cérébral et qui va nous aider, au fond, à revenir sur les symptômes avant-coureurs et sur les difficultés qu'on rencontre après le moment de la rééducation, du retour dans la vie, etc. Alors, voilà, on va vous donner la parole. Donc, vous, ça fait maintenant 11 ans, même assez précisément 11 ans. Et est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter un peu, d'abord, les signes? Bon, on a parlé de beaucoup de signes qui auraient pu vous alerter. Vous, comment ça s'est passé? Alors, une semaine avant, j'ai eu un fort mal de tête. Et c'est inhabituel pour moi parce que j'avais jamais mal à la tête. Et j'ai jamais mal à la tête. Et une semaine avant, j'ai eu un quart d'heure un fort mal de tête. J'ai téléphoné à mon médecin généraliste. Il m'a dit bon ben il faut il faut rien faire. C'est un mal de tête et c'est tout. Et une semaine après, j'étais à l'hôpital. Docteur Steitzel, si M. Grosjean était venu avec son mal de tête, qu'est-ce que vous auriez fait? Bon, c'est toujours difficile à dire. C'est clair que des maux de tête inhabituels, persistants, qui peut-être ça peut quand même être suffisamment inquiétant pour qu'on aille faire une imagerie, regarder un peu les vaisseaux. Faire une imagerie, regarder les vaisseaux, les maux de tête, surtout quand c'est des maux de tête qui viennent de la nuque ou qui remontent au niveau de la tête, doivent nous faire évoquer une maladie en fait au niveau d'une artère. Ça peut être soit une occlusion d'une artère, ça peut être une déchirure d'une artère. Donc c'est très difficile, mais je pense que si le patient se plaint de maux de tête inhabituels, ça peut être quand même l'occasion, l'opportunité de faire un bilan pour voir si tout est en ordre du point de vue des vaisseaux. Ce qui montre d'ailleurs qu'une partie importante de la prévention repose sur les médecins généralistes, finalement, plus que sur le patient lui-même. Et alors donc, une semaine après, ces maux de tête, vous avez eu cet accident. Oui. Et là, vous ne vous rappelez pas grand-chose, je crois. Non. D'accord. Et même pas grand-chose, d'après ce que vous m'avez dit, de ce qui se passe immédiatement après. Oui, non. C'est un choc. Oui, c'est un choc. Ouais. C'est un choc. Mais immédiatement, c'était un lundi, c'était 6h du matin, 6h03. Je m'en rappelle. Ah, et quand puis même. après, je suis tombé. Ouais. J'ai appelé ma femme, qui est ici. Et puis voilà, après, je lui ai dit, fais le 144. C'est ce qu'elle a fait. Et puis voilà, et puis après, j'ai été à l'hôpital et c'est M. Steitzel qui m'a pris en charge. D'accord. Et au fond, vos souvenirs, à partir de ce moment-là, ils recommencent quand? Des souvenirs un peu clairs de, voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que je vais devenir? C'est difficile à dire, mais des souvenirs, j'en ai. J'ai été 4 mois à l'hôpital entre Beauséjour et ici, et j'en ai pas des bons souvenirs. J'ai été entubé pendant 2 mois, donc je ne pouvais pas manger ni boire. Et après, c'est la vie de l'hôpital. Voilà. Et puis après, j'ai pu remanger et boire.
Mais à l'hôpital, en général, on s'embête un petit peu. Et puis, et oui. Et vous m'avez dit aussi que vous aviez l'impression d'être un peu... Enfin, tout le monde s'agitait beaucoup autour de vous, mais vous n'étiez pas forcément très partie prenante. Je pense que beaucoup de gens ont eu cette impression à l'hôpital. En même temps, à ce moment-là, on faisait au fond beaucoup de choses autour de vous. Et d'après ce que j'ai compris, enfin d'après ce qui a été expliqué d'ailleurs tout à l'heure, il est important non seulement d'intervenir tôt chirurgicalement ou médicalement, mais aussi d'intervenir tôt en matière de rééducation. Et ça, Madame Bernasconi, si vous pouvez peut-être nous expliquer pourquoi c'est important, ce premier bilan qui a l'air de ressembler beaucoup à celui que vous faites après d'ailleurs. Oui, c'est vrai que c'est assez important pour la personne qui présente par exemple des troubles cognitifs, donc des troubles, on va peut-être prendre, comme M. Grosjean a présenté à un moment, des troubles du langage, on va prendre l'exemple des troubles du langage, qu'on puisse intervenir rapidement pour qu'on puisse éclaircir avec le patient exactement ce qui se passe au niveau de son langage, quels sont ses déficits pour que nous, on les comprenne mieux, mais qu'également lui, il puisse mieux les comprendre, qu'on puisse mettre en évidence bien sûr ses déficits, mais également aussi tout ce qui est préservé, tout ce qui fonctionne, tout ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer, et pour mettre en place une neurorééducation la plus efficace possible, mais aussi pour pouvoir rapidement communiquer de la manière la plus efficace possible avec la personne qui est en grand déficit de communication à ce moment-là. Et c'est une souffrance supplémentaire, hein, et source aussi de frustration et de tristesse. Hein. Une tristesse que vous avez ressentie, Oui. visiblement, Oui. mais qui est normale finalement. Ou bien, je ne sais pas, ou bien... Oui, enfin... Alors, on sait que dans d'autres maladies aussi très graves, genre, je ne sais pas, quelqu'un qui a un cancer, mais il y a eu des études qui ont été faites sur des blessés de guerre, donc des choses très graves, les gens sont amputés, il y a quand même moins de dépression que dans l'accident vasculaire cérébral. Donc probablement la lésion du cerveau lui-même induit en partie cette dépression. Bien sûr qu'il y a une partie qui est réactionnelle, c'est évident, si on se retrouve hémiplégique et aphasique à l'hôpital, on ne va pas être joyeux, mais ça dépasse ça. Et maintenant, on sait que vraiment, ça vaut la peine. On a le traitement maintenant antidépresseur très facile. En plus, on sait que le traitement antidépresseur peut aider la plasticité cérébrale. Donc, l'attitude vis-à-vis de ça a un petit peu changé ces dernières années. Et on est beaucoup plus agressif avec le traitement d'une dépression dans l'AVC. Merci. Et au fond, vous étiez, au fond, vous deviez récupérer entièrement la parole. Vous ne parliez plus du tout. Non, au début, non. Non. Vous ne déglutissiez plus, si? Non. Non. Et vous aviez perdu l'usage de vos membres en partie? Ben oui, ouais. Le bras. D'accord. Et alors, vous avez donc... Et puis j'étais en chaise à l'hôpital. Donc vous ne marchiez pas non plus. D'accord. Et au fond, à quel moment vous vous êtes dit, ça vaut la peine de se battre? Qu'est-ce qui a été peut-être un déclic ou une aide dans ça? Ou bien il n'y a pas eu un moment? Oui. Quand je suis sorti de l'hôpital déjà, je dis, c'est fini l'hôpital, je vais me battre. Et grâce à mon environnement, ma famille, ma femme, mais c'était long. Ça a été long. Et le point culminant, c'est la voiture. J'ai eu ma voiture 4 ou 5 ans après. Je crois 4 ans. Et là, c'était le plus bonheur. Mais oui. C'est l'indépendance, la voiture. C'est l'indépendance. C'est l'indépendance. Voilà. Et au fond, alors, pour vous, le moment où vraiment ça a commencé à aller bien, c'est la sortie le retour chez vous. Oui. Mais je pense qu'un immense travail a été fait en fait à l'hôpital. Travail de rééducation du langage, travail de rééducation du mouvement aussi. Ça, c'est quelque chose qui est à à quel terme, au fond, quand on commence à travailler avec quelqu'un qui doit récupérer ses membres? Ça peut prendre des mois, comment ça se passe?
Alors, comme le disait la doctoresse Lehmann, la récupération, elle se fait, on parle souvent des 3 premiers mois où les progrès sont les plus importants, mais après, ça peut continuer sur plusieurs mois, voire même années. Et après, il faut faire aussi la différence entre, je pense, la récupération motrice d'une fonction et aussi l'adaptation qui permet finalement de faire quand même l'activité malgré la séquelle, malgré le handicap. D'accord. Et c'est ça, vous pouvez le confirmer au fond que l'important ça a aussi été d'apprendre à utiliser ce que vous avez récupéré, oui. qui n'était pas tout ce que vous aviez avant. Oui, oui. Mais cette aide-là, au fond, c'est vous qui l'avez trouvée avec votre famille, il y a des professionnels qui vous ont plus aidé à le faire? Les deux. C'est les deux. D'accord. Mais au fond, vous dites que c'est, au fond, des fois difficile de séparer exactement l'un et l'autre. Oui. Alors oui, on va en fait, par exemple en ergothérapie, on va travailler sur 2 axes. Le premier, ce sera alors à Beau Séjour, on travaille beaucoup sur nous, le membre supérieur, donc retrouver la fonction du bras pour pouvoir agir sur l'environnement, faire des choses, et aussi on va travailler sur des activités très spécifiques comme s'habiller, se laver, pouvoir manger seul. Après, ça fait aussi faire la cuisine, enfin des activités du quotidien. Et lorsqu'il y a des séquelles ou des difficultés, pallier à ces difficultés, soit par des moyens auxiliaires, soit en trouvant d'autres stratégies pour continuer à agir. Donc, ce sera mieux que la personne utilise, par exemple, une fourchette adaptée pour se nourrir plutôt que d'être nourrie par un tiers. D'accord. Et ça, au fond, vous racontez votre période d'hôpital un petit peu comme si vous n'y étiez pas vraiment. Et puis, en même temps, on nous dit, mais c'est très important que le patient participe, qu'il veuille se remettre. Alors, vous êtes trop modeste ou bien... Non. J'ai eu des ergos, logos et physio très bonnes, mais l'hôpital pour moi c'était quand même un peu un calvaire. Et pendant 2 mois, je parlais pas beaucoup, pas du tout au début. Après, ça allait mieux, mais comme ma vie d'avant, elle était très chargée, d'un coup d'un seul, on se retrouve à l'hôpital, et puis c'est dur. Mais au fond, vous vouliez au moins sortir de l'hôpital. Ah oui, ça c'est c'est vrai. C'est peut-être une très bonne motivation. Oui. Mais c'est fréquent, au fond, ces situations, doctoresse Lehmann, quand même d'une forme de découragement qui a l'air un peu contradictoire avec ce que vous disiez sur le... Alors voilà, des fois, M. Grosjean, peut-être, lui, il a pu sortir de l'hôpital et puis peut-être qu'il a trouvé ensuite la force de justement mieux travailler. Et ce qu'il faut, c'est trouver qu'est-ce qui motive la personne. Vous, visiblement, le fait d'être à l'hôpital était pour vous déjà une contrainte et un ennui. Et en effet, ce qu'il faut, c'est que la personne puisse se retrouver suffisamment bien pour pouvoir avoir la force de travailler dans les choses. Après, si ça peut être au domicile, c'est encore mieux, hein. Des fois, c'est pas possible. Vous avez été bien entouré par votre épouse, vous avez eu beaucoup de chance. Voilà, c'est différent si on est tout seul. Ce qui compte, c'est en effet pouvoir aller de l'avant. Et peu importe finalement quelle est la motivation ou comment on y arrive. Alors, des fois, c'est pendant l'hospitalisation, des fois, c'est un petit peu pendant, mais surtout après. Finalement, ce qu'il faut, c'est aller de l'avant. D'accord. Pour vous, c'était surtout après. Vous m'avez dit les amis aussi. Oui, les amis, oui, c'est important pour moi. La famille, les amis, oui, c'est très important pour moi, encore maintenant. Oui, quand on en a, c'est pour la vie, on espère. Oui. Mais au fond, il faut se réadapter à faire certains gestes différemment, et puis il faut se réadapter à vivre différemment. Oui. Alors dans votre cas, qu'est-ce que ça a impliqué, ça? Déjà, ça m'a impliqué d'être plus calme. D'accord. Voilà. Dites-nous peut-être ce que vous faisiez avant, et puis... Avant, j'étais informaticien. D'accord. Et puis, accessoirement, je faisais beaucoup de sport, je faisais de la musique. Et puis voilà, en gros. D'accord. Et puis ça, qu'est-ce que vous avez pu reprendre
de ces activités, même en les modifiant un peu? La musique, j'étais guitariste, alors avec une main, c'est pas possible. Et puis, je chante mal maintenant, mais je chante. On est nombreux dans ce cas, cher monsieur. Et puis, le sport, c'est du sport adapté. Donc, je faisais beaucoup de tennis, du ski de fond, et j'en passe. Maintenant, c'est de la marche. J'aimais pas la marche, mais maintenant c'est la marche. C'est le sport à beau séjour. C'est un sport adapté. La piscine, j'avais horreur de la piscine. Voilà. C'est une vraie reconversion. Voilà. Voilà. Mais au fond, le fait d'avoir justement des activités, des intérêts, qu'on va devoir, comme monsieur, beaucoup abandonner quelque part, est-ce que ça aide? Est-ce que ça motive? Ou bien au contraire, que ça rend les choses plus difficiles? Quelqu'un a un avis sur ça? Non? Dans les activités, je pense qu'il y a une stimulation générale qui est là et puis souvent qui s'exprime après l'accident vasculaire cérébral. Enfin, nous, on a suivi énormément de patients aphasiques qui sont devenus peintres, qui étaient peut-être déjà attirés par la peinture en amateur, mais on a beaucoup de patients qui font des expositions, enfin qui ont maintenant une petite carrière de peintres amateurs un peu, mais néanmoins qui ont trouvé là une espèce de reconversion, comme vous disiez, et à travers quelque chose qui est plus graphique que langagier et qui leur apporte visiblement beaucoup. Donc, oui. Ouais, c'est un peu comme la plasticité dont vous parliez, mais elle se situe un peu à un autre niveau. Il y a des gens qui ont aussi refixé, disons, leurs priorités et qui voient leur vie différemment. Je me rappelle d'un monsieur banquier qui disait mais qu'avant, il n'avait jamais consacré du temps à sa femme et à ses enfants, par exemple, parce qu'il était pris par son travail, et finalement la taxe a été un stop. Il avait des séquelles, notamment de langage, il n'a pas pu reprendre son travail. Alors heureusement, lui, il n'avait pas de problème financier, on est d'accord, ça peut tout ternir, mais disons, il a refixé, il a revu sa vie différemment. On a aussi des jeunes patients qui se sont mis au sport, bizarrement, alors qu'ils avaient une hémiparésie, qu'ils n'étaient pas sportifs avant, ils se sont mis au sport après, brusquement, ils avaient envie de faire quelque chose. Donc ça peut être aussi de nouveaux objectifs et de carrément changer un petit peu la direction de sa vie, en sachant que oui, certaines choses ne sont plus faisables, en effet, pour vous par exemple la guitare, mais qu'en effet il y a le chant. Alors là vous dites vous chantez mal, mais peut-être pas, peut-être finalement, c'est ça, c'est de retrouver, disons, de redonner du sens à sa vie, même si on n'est pas comme avant, et que la vie vaut quand même la peine d'être vécue, même si on n'est pas comme avant. Ça vous pouvez confirmer. Ah oui. Alors moi j'étais pas banquier, j'étais employé de banque, je donnais tout pour la banque. Au détriment de ma famille aussi, mais ça a changé. Voilà. Et vous avez l'impression que vous avez découvert quelque chose à cause de cette... Oui. Vous pouvez nous expliquer un peu quoi? La sérénité un petit peu, parce qu'avant je n'étais pas serein du tout. Et puis maintenant je m'occupe un petit peu de ma famille, de mes petits-enfants. Il y en a 2 ici. Et puis, je m'occupe de ma mère aussi, parce qu'elle est en LMS. Elle est très âgée. Voilà. Ce que je ne faisais pas avant. D'accord. Puis vous aidez par ailleurs d'autres gens qui ont eu le même genre de problème que vous? Oui. En faisant des... Alors, on organise avec Isabelle Haussmann, qui est à Beau Séjour, prof de sport à Beau Séjour, on organise des balades. Et la dernière fois, on était 20, tous les mois. Bel exemple. Voilà. Peut-être que je reviens un petit peu en arrière sur la récupération de la parole, qui dans votre cas est assez impressionnante. On obtient souvent des résultats comme ça, Dr. Bernasconi? Oui, on va dire oui. 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 Tout à l'heure, on a mentionné le fait que il y avait cette plasticité qui permettait une récupération avec une stimulation intensive. Il faut que cette stimulation, elle soit vraiment ciblée sur les
les problèmes particuliers que présente chaque personne. Il faut que chaque personne s'implique activement dans cette rééducation, parce que tout à l'heure, la doctoresse Lehmann, elle a dit qu'on ne pouvait pas faire ça de manière passive. On peut toujours bouger un doigt passivement chez quelqu'un, mais essayer de bouger un mot, on n'y arrive pas. Hein. Donc, les patients sont généralement très, très collaborants et très impliqués dans la rééducation du langage. Mais il faut qu'elle soit adaptée à chacun. Il y a malheureusement des situations où les personnes ne récupèrent pas un langage satisfaisant, qui ne leur permettent pas, je ne parle pas des autres déficits associés, mais par exemple de retravailler ou d'avoir certaines activités qui sont satisfaisantes. Le langage, il est présent dans toutes les activités du quotidien, même on dit même des professions très manuelles. En fait, on utilise sans arrêt le langage, hein, les consignes, les appareils, les téléphones. On est sans cesse en train de l'utiliser. Vous avez dû renoncer à... Vous vouliez dire quelque chose sur le langage? Non. Vous avez dû renoncer à votre métier Ah oui. Complètement. Oui. Et ça, c'est au fond, ça a été une perte ou peut-être un peu un soulagement? Je peux faire une autre vie maintenant? Oui. Alors c'était un soulagement. Je ne m'en rendais pas compte, mais c'était un soulagement. D'accord. Et puis peut-être aussi, en revenant un petit peu en arrière, au fond, on a vu que vous n'aviez pas vu un signe avant-coureur, en fait. Enfin, c'est d'ailleurs plutôt votre médecin qui ne l'a pas vu, en réalité. Est-ce que, au fond, docteur Steitzel, on a raté une occasion dans un cas comme ça, ou bien est-ce que finalement, le traitement a pu être ce qu'il devait être? Bon, c'est encore une question difficile. Il a eu des maux de tête, mais qui étaient transitoires pendant 15 minutes. C'est très difficile rétrospectivement, on peut dire peut-être qu'on a raté, mais ça peut être aussi... Quand on a une attaque transitoire, par exemple, s'il avait dit qu'il avait perdu la parole pendant 15 minutes, ça a toute une autre signification que des maux de tête transitoires pendant 15 minutes. Parce que des maux de tête qui disparaissent après 15 minutes, c'est vrai que la majorité des médecins vont probablement pas investiguer d'emblée. Ça veut dire que ces signes avant-coureurs, malheureusement, en fait, n'étaient pas suffisamment éloquents en soi pour justifier des investigations plus poussées. Donc je pense que je mettrais quand même un bémol dans le fait de dire que c'est tout différent s'il avait eu des maux de tête persistants. Et c'est ça un des signes que vous devez retenir, c'est des maux de tête inhabituels mais qui persistent, qui ne cèdent pas, qui ne répondent pas au traitement habituels. Ceux-là, il faut les prendre au sérieux, et je pense que la majorité des médecins généralistes les prendront aussi au sérieux. Mais là, je pense malheureusement, il n'y a pas eu de chance. Ils étaient transitoires, ils ont duré peu de temps, et c'est vrai que c'est difficile de dire il aurait fallu... Mais au fond, lors de l'attaque principale, alors l'intervention a pu être... Alors, lors de l'attaque principale, c'est vrai que M. Grosjean est arrivé vite, et grâce à toute l'infrastructure, on a pu le prendre en charge, on a pu lui donner le traitement. Et il est vrai que très certainement, le fait qu'il a bénéficié d'une prise en charge rapide a aussi influencé son pronostic de récupération quelque part. C'est-à-dire que probablement qu'il a pu gagner en autonomie grâce aussi à une prise en charge rapide et précoce. Et c'est ça aussi le message qu'on veut faire passer, c'est que les patients qui viennent vite, même s'ils gardent un déficit, le déficit sera toujours moins important que s'ils tardent à venir et si on ne peut pas mettre en route le traitement qu'on aimerait pouvoir administrer dans les toutes premières heures. D'accord, merci. Bien, écoutez, je crois qu'il faut vous féliciter, vous souhaiter de continuer comme ça. Peut-être encore peut-être un mot sur, après on va discuter avec la salle, mais sur
Au fond, vous avez l'impression d'avoir découvert quand même quelque chose grâce à cet accident qui était au départ un accident malheureux. Oui, oui. La sérénité, vous m'avez dit. Oui. Et puis, au fond, peut-être aussi vos propres capacités de vous réinventer. Oui, oui. C'est important. C'est très important, oui. D'accord. Alors, je pense qu'on peut peut-être passer à des questions. Je pense qu'il y en aura, notamment sur ces nombreux conseils dont qu'on vous a prodigués, qui ne sont peut-être pas toujours très faciles à comprendre, ou peut-être sur n'importe quel autre aspect. Il y a peut-être aussi des professionnels dans la salle qui aimeraient contribuer, ajouter. On n'a malheureusement pas pu, autour de cette table, avoir tous les corps de métier qui interviennent dans la prise en charge, notamment de la rééducation. Donc voilà, j'ouvre le débat. Et comme toujours, c'est très difficile de censer. Là, il y a une... Ouais. Il y a quelqu'un à l'autre bout de la... Il y a un micro qui vient vers vous, monsieur. Oui, ça a l'air d'aller. Merci. Oui, j'ai une question un peu délicate à poser en présence de monsieur, mais dans son cas, puisque tout à l'heure, il a été question de neurones qui meurent. Alors, est-ce que dans le cas de monsieur, il y a effectivement des neurones qui sont morts et qui ont été pris en charge par les neurones de secours, si je peux m'exprimer ainsi? Peut-être que je réponds en partie et possiblement Béatrice va compléter. Oui, il y a eu des neurones qui sont morts. Dans toute attaque cérébrale, en fait, on dit que une partie de la zone qui est touchée meurt très vite, après quelques minutes déjà. Par contre, c'est ce que j'ai essayé aussi de vous montrer, c'est que aux alentours de cette zone qui meurt très vite, il reste une zone qui peut encore survivre et qui peut être réversible, qui peut revivre si on met en route un traitement. Alors, je pense qu'il y a eu une mort de neurones, c'est sûr, mais on a peut-être sauvé aussi quand même une partie de ces neurones, et c'est peut-être en sauvant cette partie qu'on a permis finalement une récupération meilleure dans le futur grâce à cette intervention rapide dans les premières heures. Je ne sais pas si Béatrice veut ajouter. Oui, c'est tout à fait ça. C'est cette fameuse notion de pénombre. En fait, les neurones, quand ils reçoivent plus assez d'oxygène et de sucre, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent déjà de travailler. Puis certains vont mourir, mais certains ont juste arrêté de travailler, mais ils sont encore vivants. Et c'est ceux-là qu'on va récupérer grâce au traitement. Voilà, donc ils sont encore là, simplement ils fonctionnent. Ils ne travaillaient plus, mais ils sont encore là, ils peuvent reprendre la fonction. Maintenant, ils vont aider à récupérer. Ensuite, quand M. Grandjean est arrivé à Beauséjour, il parlait quand même pas bien, il n'arrivait pas bien à avaler, il n'arrivait pas encore bien à marcher. Et là, par contre, c'est ces fameux neurones de secours qui sont venus à la charge petit à petit dans les semaines et les mois qui ont suivi, qui ont repris les fonctions et qui lui permettent maintenant d'avaler normalement, de parler relativement vraiment bien et de marcher, même si c'est avec un bâton. Donc il y a eu les deux choses dans son cas. Vous-même, vous laissez les médecins parler de ça. Oui, d'accord. Alors il y a une question là au fond, puis après quelqu'un qui voudrait. J'ai l'impression que le micro est pas ouvert. Celui-là fonctionne. Je vais aller changer. Merci. Voilà, j'ai fait un AVC en avril. Je suis venu à l'hôpital, j'étais à Beauséjour 1 mois et j'étais pas tout à fait liquidé, mais bien. Et puis derrière, j'ai commencé pas à travailler, à m'occuper chez moi. Et il y a une chose qui reste à peu près permanente, c'est une fatigue. Donc l'aspect physique est bien dominé, je peux monter des petits bouts au salève, pas complètement, donc tout ça va bien. Mais la fatigue est toujours là. Combien de temps dure la fatigue en général avec un AVC? Docteur.
à nouveau, peut-être Béatrice complétera. Nous, on connaît très bien la fatigue après les attaques cérébrales. Beaucoup de patients s'en plaignent, je dois dire probablement plus de 2/3. Ça dure plusieurs mois, en règle générale. Naturellement, votre médecin doit investiguer s'il n'y a pas d'autres causes à la fatigue. Il y a des causes aussi simples, comme le syndrome d'apnée du sommeil, qui est aussi une cause assez fréquente de fatigue, qui peut être associée à l'attaque cérébrale. Mais si on a exclu toutes les autres causes, c'est l'AVC lui-même qui engendre une fatigue qui peut persister pendant plusieurs mois. En règle générale, en fait, elle disparaît. Après 6 mois, après 8 mois, elle disparaît naturellement s'il n'y a pas eu d'autres facteurs qui interviennent. Vous voulez compléter? Alors, il y avait une... pardon. Oui, je voulais bien compléter par rapport à la fatigue, parce que c'est vrai que c'est souvent une plainte de nos patients, même après de la récupération motrice, quand c'est un symptôme, disons, qui peut rester alors qu'il n'y a plus de séquelles visibles. Et c'est vrai que c'est des fois difficile pour la personne de faire comprendre cette fatigue à l'entourage, parce que voilà, si vous avez une canne, vous êtes en fauteuil roulant, ça se voit, on se dit, ben voilà, la personne a des difficultés. Mais d'expliquer la fatigue et de la faire reconnaître par l'entourage, c'est parfois quelque chose qui est difficile, et souvent les patients qu'on suit au long terme disent que c'est quelque chose qui est difficile. Merci. Alors, il y avait une question ici. Et puis, s'il vous plaît, après un AVC, combien de temps on a l'espoir de récupérer? Moi, je dirais toute la vie, parce que comme on a dit, on peut apprendre du piano à n'importe quel âge, et c'est aussi ces mêmes phénomènes de plasticité. Donc, une certaine récupération, pendant toute la vie, vous pouvez espérer. Maintenant, c'est sûr que c'est au début que les choses se jouent, et c'est quand même, disons, on dit pendant les 2 premières années. Disons, après, c'est quand même plus rare que ce soit noir-blanc. Mais il y a toujours des petites choses qui peuvent se passer pendant toute la vie. Monsieur Grosjean, vous avez l'impression que Oui. vous continuez à faire des gains? Oui, peu maintenant, mais oui. Oui. Donc, il y avait... Oui, s'il vous plaît. On parle beaucoup de la mort de neurones, mais il faut aussi parler du sommeil des neurones, parce que c'est ce qui m'est arrivé. Donc, il y en a beaucoup qui sont morts. Donc, je suis une autre personnalité. J'ai changé de personnalité, j'ai changé d'image, j'ai changé de mémoire. Et après, il y a ceux qui se réveillent au bout de 5, 6 ans, 7 ans. Ils se réveillent à fur et à mesure. Et puis, vous regrettez le temps perdu. Personne n'en parle de ça? Alors, est-ce qu'un des médecins veut réagir? La question est qu'au fond, les neurones peuvent être en sommeil, si je comprends ce que Madame dit, assez durablement, et se réveiller. Ou en tout cas, on peut récupérer longtemps, ou on peut avoir des grandes surprises finalement sur ce qui réapparaît. Les neurones récupèrent ou se recollent, se reconnectent. Moi, ça, j'y crois dur comme fer, parce que ça m'arrive tous les jours. On prend acte, ou bien il y a un commentaire? Voilà, je pense, enfin, disons, c'est probablement ce que vous ressentez, c'est pas obligatoirement les neurones les neurones n'ont pas pu repousser, mais peut-être en effet, les synapses entre les neurones se font et se défont tous les jours. Suivant l'activité qu'on a fait, on n'a pas les mêmes synapses le lendemain. Et donc oui, dans ce sens-là, oui, vous avez raison. Vos synapses se sont peut-être fait différemment, et c'est ce que vous avez ressenti. Voilà. Non, mais à la suite de mon AVC, il y a une dizaine d'années également, je ne me rappelais plus de mon entourage, ni à quoi servait un stylo. Et aussi le passé. Mais je réalise que les années passant, la mémoire revient et est encore plus terrible qu'avant. Voilà, c'est une surprise. Moi, j'ai trouvé ça une sacrée perte de temps. Mais donc, vous confirmez au fond cette idée que, il y a sans doute une période il faut rechercher qui sont là, que la pensée est matérielle. Parfait. Alors là, j'ai un peu perdu le fil. D'accord. Oui, bonsoir. J'ai subi un AVC il y a 2 ans, avec un taux de récupération quasiment de 100%, grâce notamment à vos services. Et ce qui m'intéressait de savoir, c'est un petit peu si les risques de récidive sont plus importants
pour une victime d'un AVC ou pour une personne qui n'en a jamais eu? Si les risques de récidive sont égaux ou sont supérieurs ou voire inférieurs par rapport au traitement qu'on va poursuivre avec les statines, avec toutes ces choses-là, s'il y a une protection qui se fait ou si les risques sont identiques, en fait, comme si on n'en avait jamais fait, en fait. Alors, non, en fait, les risques sont plus importants. Une fois que vous avez eu un premier AVC, en fait, vous êtes plus à risque que quelqu'un qui n'en a jamais eu d'en avoir un deuxième. On fait tout le possible pour prévenir cette récidive parce qu'on vous a, entre guillemets, à l'œil, on a vos facteurs de risque à l'œil, vous êtes traité. Mais malgré cela, il y a quand même un risque. On sait que ce que je dis là, c'est des statistiques. Hein. C'est pour un sujet donné, c'est pas forcément le cas. Mais en règle statistique, vous êtes un peu plus à risque que quelqu'un qui n'en a jamais eu. Et c'est pour ça qu'il faut avoir de manière permanente et constante, sans cesse, un contrôle de vos facteurs de risque avec les médicaments appropriés, parce que si vous lâchez en fait ce contrôle, vous êtes un peu plus à risque. Oui, bonjour. Écoutez, j'aurais deux questions. La première question, c'est est-ce qu'il existe maintenant une possibilité d'agir un peu plus rapidement par télémédecine? Est-ce qu'il y a un programme de télémédecine qui s'opère dans le monde? Je sais qu'il y a quelques pays qui sont très avancés en télémédecine, entre autres les Pays-Bas. Est-ce que pour AVC, il y a une voie possible ou est-ce que vous voyez que c'est trop compliqué et trop loin? Alors, il y a des systèmes de télémédecine qui fonctionnent. Nous, en Suisse, il y en a. Il y a des centres, par exemple, entre Saint-Gall et tous les Grisons, fonctionnent par système de télémédecine. Nous, à Genève, on est un petit peu isolé par rapport au canton de Vaud. Et en fait, tout le système français a déjà son propre réseau de télémédecine. En fait, la télémédecine est surtout utilisée pour la thrombolyse, en fait, pour décider en fait, à distance, dans un petit hôpital, si tel patient est candidat ou non pour donner la thrombolyse. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheminer le patient vers un centre où la thrombolyse se fait, le patient reste dans cet hôpital et grâce à la télémédecine, on peut voir tous les examens du patient, on peut aussi assister à l'examen neurologique du patient par télémédecine et prendre la décision de concert avec les médecins du petit hôpital. Ma deuxième question, c'est justement, puisque vous avez parlé de thrombolyse, est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui, est-ce qu'il y a une possibilité de faire une thrombolyse en aparté, c'est-à-dire quand on est quelque part dans la jungle et qu'on se trouve tous les symptômes clairement en évidence, puis il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de télémédecine. Est-ce qu'il y a un médicament disponible ou est-ce que c'est trop compliqué? C'est très difficile pour la raison suivante, c'est que je vous ai montré, il y a deux grandes catégories d'attaques cérébrales. Une qui est ischémique, qui pourrait naturellement bénéficier de la thrombolyse, l'autre qui est hémorragique, et là, celle-ci, elle serait, si on faisait une thrombolyse, on serait très délétère. C'est pour ça qu'on doit passer par le scanner. C'est indispensable parce que avec notre œil de clinicien, on peut se tromper. On se trompe. Il y a eu des études qui ont montré que même les neurologues et tout le monde se trompe pour dire si c'est ischémique ou hémorragique. On doit nécessairement passer par le scanner pour pouvoir décider de la thrombolyse. Une question là-bas. Oui, j'ai fait un AVC il y a 4 mois. Et puis bon, là j'ai bien récupéré, donc je fume pas, je bois pas, je faisais de la compétition de vélo. Et ça m'est arrivé l'après-midi en marchant, j'ai la jambe qui traîne un peu.
J'ai pensé que c'était musculaire. Je ne connaissais pas les symptômes de l'AVC, je connaissais les symptômes de l'infarctus. Et je suis allé que le lendemain. Donc j'ai eu de la chance parce qu'on m'a dit vous auriez pu être paralysé. Et je pense qu'il y a la majorité de la population ne connaissent pas les symptômes de l'AVC. Ils connaissent l'infarctus, mais pas l'AVC. Ça, je suis certain. Je crois que vous avez tout à fait raison, et c'est en fait un des buts de ces journées mondiales de l'AVC, c'est de faire connaître les symptômes de l'AVC, parce que c'est des symptômes. Alors, vous faites très justement l'infarctus du myocarde. Ce sont des symptômes assez clairs et qui sont caractérisés par la présence d'une douleur. La douleur est tellement violente dans l'infarctus du cœur qu'on ne peut pas banaliser, on ne peut pas dire je vais consulter le lendemain. Ça fait tellement mal qu'on va consulter tout de suite. Et les symptômes sont bien connus, cette douleur oppressante thoracique. Les AVC, ce n'est pas du tout la même chose. Les symptômes sont très diversifiés. On vous a montré que les symptômes d'alerte, ils peuvent être soit une faiblesse, soit des troubles de la sensibilité, des troubles de la parole, des troubles visuels. Tout ça, ce sont des symptômes très différenciés et ils ne font pas mal. Ils ne font pas mal et c'est pour ça que souvent le patient, il tarde à venir parce qu'il se dit, mais au fond, ça va passer, je vais consulter le lendemain. Et malheureusement, en fait, l'AVC est sans pitié. Je veux dire, il ne va pas vous lâcher. S'il est en train de s'installer, il va s'installer de manière assez solide. Et si vous tardez à venir, vous perdez malheureusement cette chance pour bénéficier du traitement. Je voudrais juste rajouter un petit complément que cette information est d'autant plus importante que par rapport à certains troubles que l'on peut présenter, tels que les troubles cognitifs, il a été dit tout à l'heure dans la conférence du Dr Slagel que ces troubles peuvent s'accompagner d'une non-prise de conscience du trouble. C'est-à-dire que le patient lui-même, qui est en train de présenter une symptomatologie, va la banaliser vraiment à outrance, sans du tout réaliser la gravité que peut avoir cette signification. Hein. Donc, on a même eu des patients, il n'y a pas très longtemps dans la clinique, qui ont dit tiens, c'est bizarre, je ne pouvais pas très bien bouger de mon côté gauche, je dois être en train de faire un AVC, et la personne est allée se coucher. Donc, vous voyez, il y avait quand même une certaine conscience de présenter une symptomatologie qui pourrait être apparentée à un AVC, mais comme cette conscience s'accompagne également d'une des caractéristiques qui accompagnent parfois l'AVC, c'est-à-dire cette non-prise vraiment en compte de la gravité que cela peut avoir, il faut aussi que l'entourage, quand entourage il y a, puisse remarquer et agir à la place du patient lui-même. Mon nom est Tour Schmitt. J'ai eu un AVC en octobre 2011 à 70 ans, donc plus âgé sans doute que M. Grosjean. Et j'aurais deux questions. Tout d'abord, en ce qui concerne les symptômes antérieurs à l'AVC. J'ai fait un AVC, sauf erreur, le 15 octobre. Les jours avant, j'ai eu aucun symptôme à mon souvenir, au souvenir de ma famille. Le soir du 15 octobre, j'ai eu une douleur très violente à un œil, mais vraiment très violente. J'en ai discuté avec mon épouse, nous avons fini par appeler, cette douleur persistait. Nous avons téléphoné à un service d'urgence de médecins. Je crois qu'au téléphone, sauf erreur, on a indiqué ce que j'avais. Un médecin d'urgence est venu. Je crois que, tout d'abord, il n'était pas très cohérent dans sa réflexion et son examen. Finalement, il s'est dit, il y a peut-être un AVC. On n'a pas appelé l'ambulance. Il a aidé mon épouse à me transporter, à m'amener dans sa voiture. Elle m'a descendu à l'hôpital. Et là, je suis arrivé trop tard pour bénéficier d'une intervention rapide. Alors ma question, est-ce que le problème d'une douleur très violente à un œil est suffisant pour constater l'AVC ou se dire il peut y avoir un AVC à venir ou qui est peut-être déjà là. La deuxième question que j'aurais, après relevé pour modifier, mais je n'aurai pas le temps, j'imagine, de le décrire, c'est que mon souvenir de mon hospitalisation à l'hôpital et à Beau Séjour est par contre très positif. Je dois dire que les infirmières, les aides-soignantes et les médecins
ont énormément fait dans ce sens. Je crois que je n'ai pas réalisé la gravité de ce qui m'arrivait parce qu'on m'a énormément épargné. J'arrive à ma deuxième question. Par rapport à M. Grosjean, je constate que la suite, les conséquences après l'AVC sur mon existence ont été totalement différentes. Bon, c'est sûr que je répète, je suis plus âgé que M. Grosjean, mais d'abord, d'une manière générale, quand je suis rentré à la maison, quand j'ai commencé à récupérer d'une manière très sérieuse, il y a eu un laisser-aller complet. J'ai totalement laissé aller ce que je devais faire. Et j'ai eu petit à petit qu'un objectif, c'était de profiter de la vie, de savoir quelles étaient mes envies et, dans toute la mesure du possible, la lecture, la conduite d'automobile, les heures passées avec mon chien, partir quelques jours avec mon épouse qui m'a énormément aidé dans le cadre de cette épreuve, eh bien, c'était pour moi profiter de la vie. J'avais des tas de choses à faire sur le plan administratif, fiscal et autres, et je n'ai rien fait. Et je ne fais toujours rien d'ailleurs. Alors voilà, je voulais soulever ces deux problèmes en disant, que pensez-vous des effets de l'AVC et du symptôme de l'AVC? Mais c'est peut-être ce que M. Grosjean entendait dire quand il disait qu'il avait découvert la sérénité, monsieur. Alors peut-être sur le symptôme et puis sur... Alors sur le symptôme, effectivement, là, je dois dire que, bon, il y a deux choses. Les maux de tête, les douleurs au niveau d'un œil, c'est très suspect. Et quand c'est persistant, c'est clair qu'on doit évoquer la possibilité d'un accident vasculaire cérébral. Maintenant, si on vous transporte plutôt en voiture qu'en ambulance, je pense que là, c'est plus discutable parce que, au fond, l'ambulance, on gagne du temps. Avec l'ambulance, vous arrivez, vous annoncez déjà, vous pré-annoncez l'arrivée d'un accident vasculaire, ce que vous ne faites pas quand vous arrivez en voiture par vos propres moyens. Et je pense que là, on a un gain de temps qui est considérable en appelant le 144 et en arrivant avec l'ambulance à l'hôpital. On prépare le terrain pour le traitement, pour la thrombolyse, on prépare le scanner. Je pense que ça, c'est tout différent. Et je pense que là, il ne faut plus discuter avec les médecins. Je pense qu'il n'y a qu'un seul moyen quand on suspecte un AVC d'arriver à l'hôpital, c'est l'ambulance. Il y a une question avant de redonner la parole à la salle, qui me trotte dans la tête depuis un moment. Au fond, il y a quand même un certain nombre de ces symptômes qui sont plus ou moins caractéristiques. Est-ce que le risque n'existe pas ou est-ce qu'il n'est pas déjà réalisé de voir arriver des gens qui n'ont en fait pas du tout un AVC et qui, s'ils sont très nombreux, encombrent un peu quand même le système? Je ne parlerai pas de risque. D'accord. Je dirais qu'il vaut mieux consulter pour rien et pour finir arriver à la conclusion que ce n'était pas un AVC ou un AIT, mais consulter quand même. Je pense que un AVC, c'est trop grave pour ne pas consulter quand on le suspecte. Il est clair qu'il y a des imitateurs d'un AVC. Les vertiges rotatoires qui surviennent chez un patient âgé, des vertiges rotatoires isolés, ça peut être un problème au niveau de l'oreille interne, c'est clair. Mais si le patient a des facteurs de risque, je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect. Il vaut mieux consulter et ensuite tirer au clair. Donc le risque que ça encombre les urgences, je ne pense pas que c'est un vrai problème. On approche de l'heure où on aurait dû conclure. Alors, on va peut-être encore une ou deux questions. J'ai l'impression que de ce côté-ci de la salle, on a été longtemps négligé. Donc... Alors, bon, j'ai eu un AVC, AVT plutôt, en mars de cette année. Mais suite à ça, il y a 3 semaines ou 2 semaines, j'ai fait des fibrillations. Donc, 144 m'a amené ici, très bien. Mais alors, maintenant, au cours de votre conférence, quelqu'un, je pense que c'est la docteure Sleman, a parlé d'extraction de caillots. Est-ce que
c'est autre chose que chimique ou bien? Oui, oui, tout à fait. C'est autre chose que chimique. En général, quand il y a un caillot qui va se loger dans une artère à l'intérieur du cerveau, on peut essayer de dissoudre ce caillot par des médicaments. Quand c'est des petits caillots, ça marche relativement bien. Quand c'est des caillots plus importants, très souvent, on fait un traitement combiné, c'est-à-dire qu'on commence par donner le traitement médicamenteux et ensuite on va au traitement qu'on appelle endovasculaire, c'est-à-dire qu'on introduit un cathéter dans le pli de l'aine, le cathéter va monter jusqu'à l'artère occluse et là on extrait le caillot à l'aide du cathéter. Merci. Merci. On parle de voter avec ses pieds. Je crois que c'est ce qu'une grande partie du public est en train de faire. Donc je pense qu'on va arrêter là, mais je crois que les professionnels sont encore à votre disposition si vous avez des questions à leur poser plus directement. Je vous remercie tous de votre intérêt. Je remercie bien sûr particulièrement les orateurs qui ont une grande journée derrière eux. Voilà. Et M. Grosjean. Ah voilà. Vous êtes parfait.